Hello. Hello. Welcome to Film Explorer. Film Explorer. Podcast. Series. Fabrica. Senhoras e senhores passageiros, Let's explore. 都是什么？ Si je comprends bien, vous êtes capable de créer des images. C'est ce qu'on appelle un hyper-trucage. Bonjour et bienvenue au podcast de Film Explorer Fabrica où nous rencontrons des personnes qui sont derrière les films, qui rendent possible les films et le monde du cinéma. Mon nom est Giuseppe Di Salvatore, je suis rédacteur en chef de Film Explorer. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'accueillir et de rencontrer Anaïs Emery, directrice générale artistique du Festival international du film de Genève. Bonjour Anaïs. Bonjour Giuseppe. Alors nous sommes à Zurich, dans un café très accueillant, où vous entendez aussi l'atmosphère, à la veille de la présentation du programme du Festival international du film de Genève. Anaïs, tu as une longue expérience en tant que directrice festival. C'est la 5e édition du GIF, Geneva International Film Festival. Et en même temps, tu es très connue pour avoir guidé pour 15 ans le NIF, le Festival international de films fantastiques à Neuchâtel. Mais aussi, peut-être c'est moins connu, tu étais aussi directrice d'un petit festival de science-fiction à Nantes qui s'appelle Utopial. Et ça me donne le départ peut-être pour cette conversation. Le mot utopie, après tellement de travail dans le milieu de l'innovation, de la science-fiction, etc., est-ce que ça te motive encore aujourd'hui et comment tu réformerais aujourd'hui ton engagement et ta passion pour des projets utopiques? Alors c'est une question très très intéressante et je pense que tu as touché à quelque chose d'essentiel pour moi, effectivement, parce qu'à mon sens, l'utopie, c'est la base d'une démarche artistique, mais aussi de la recherche scientifique. C'est la capacité de croire en quelque chose qui sort du cadre, qui sort de la répétition mécanique. Et cette vision, quand elle est représentée dans des films, dans des contenus audiovisuels, elle peut nous donner une inspiration très concrète pour changer notre habitude et aussi, quelque part, l'impression qu'on a du réel. Donc, on peut analyser ta question ou répondre à ta question sous plusieurs aspects. Mais si je dois être précise, je pense que dans la première partie de mon parcours, dans le cadre du NIF, j'ai beaucoup travaillé et réfléchi aussi aux Utopiales, à la retranscription artistique de l'utopie. Et maintenant que je suis au GIF, moi ce qui m'intéresse, c'est de donner des outils, de décrire aussi les prochaines pistes qu'on a pour formuler artistiquement les utopies des artistes aujourd'hui, de la relève du cinéma, mais aussi des artistes qui sont actifs ou actives dans le cinéma traditionnel et qui veulent un peu étendre leurs outils artistiques. Mais j'y crois toujours et je pense que c'est toujours au centre de toutes les démarches artistiques. J'imagine avec ton travail, tu es nourri constamment et inspiré par tous les projets que tu vois passer, que tu sélectionnes, que tu proposes. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration pour toi en dehors du cinéma qui nourrissent cette passion pour l'utopie? Oui, je pense que le cinéma est un art qui se nourrit beaucoup des autres, la musique et la littérature principalement. Donc effectivement, c'est des zones dans lesquelles moi-même je vais chercher beaucoup d'inspiration, mais qui sont aussi des zones quelque part de régénération pour moi parce que je les explore dans un état d'esprit plutôt amateur. Donc aussi dans lequel je peux retrouver mon âme de spectatrice naïve. Et ça fait aussi du bien. Je pense qu'il faut garder les deux aspects toujours. L'aspect professionnel, mais aussi juste l'envie de la découverte. Et le fait de pouvoir admirer des gens, des personnalités de manière naïve, c'est important. Venons au GIF, venons à un festival qui a une tradition, une histoire assez particulière. Tu as hérité un festival à une identité particulière, je dirais, il y a 5 ans. Je la formulerai comme ça, tu me diras si c'est... Ok, bon, peut-être juste dire que le festival, à une époque, s'appelait Tous Écrans, donc il y avait un engagement depuis la fondation
par rapport à la variété des formats et des supports de l'image au mouvement, mais je dirais que c'est cristallisé dans le temps 3 focus en particulier. Un, c'est l'attention pour les séries, portée aux séries, qui est quelque chose de, disons, plutôt originel et peut-être un peu pionnier aussi, surtout en Suisse. Un deuxième focus, un deuxième axe, c'est les nouvelles technologies, c'est les projets XR, Virtual Reality, Augmented Reality, cinéma immersif. Et un troisième axe, je dirais, du GIF, c'est le cinéma, je dirais un peu plus classique, art essai, dans lequel on propose des premières suisses ou romandes ou des films qui viennent d'une carrière de festival pour atterrir quelquefois aussi dans les salles de cinéma. 3 identités dans un, c'est trop, c'est ce qu'il faut pour Genève, pour la Suisse. Comment tu reçois cette triple identité, et si je l'ai bien formulée, peut-être pas? Je trouve que tu as très bien formulé, en tout cas je pense que d'un regard externe, c'est absolument ça, c'est la formule de notre programme. Ce qui me tiendrait à cœur, c'est de bien montrer que le GIF est un festival d'audiovisuel. Tu as décrit 3 formats qu'on analyse et qu'on propose en ce moment, mais si il y avait de nouvelles technologies ou de nouvelles formes d'expression, le GIF les intégrerait dans son programme. C'est un festival qui suit et qui s'intéresse aux limites narrative de l'audiovisuel et qui est, de par cette forme de logique, quelque part un festival qui évolue tout le temps. Et ça peut prendre des formes qui sont parfois étonnantes pour le public ou pour les observateurs, parce qu'il est vrai que la programmation a beaucoup évolué au rythme du temps. Mais pour moi, ça c'est la force du GIF et non pas sa faiblesse. C'est sa capacité de s'adapter et de donner un miroir au public, mais aussi aux professionnels et aux créateurs, de où se dirige l'audiovisuel, où sont ses lignes de force aujourd'hui. Et pour moi, oui, c'est important pour la Suisse d'avoir un festival qui a ce positionnement, qui a cette attention sur quels sont les territoires de l'audiovisuel actuellement, et aussi qui lève un peu le voile sur les territoires qui peuvent s'imposer demain. Et c'est évident qu'on prend beaucoup de risques. On est un festival qui prend beaucoup de risques. Je pense que dans l'histoire des 31e éditions, enfin les 30e, non, on arrive à la 31e, le festival a parfois été décrié, critiqué, mal compris. Mais à mon avis, c'est une très belle expérience. Parce que si on regarde historiquement, des domaines pour lesquels ils n'ont pas été compris sont aujourd'hui des domaines de force. L'intégration de la série, la volonté de lier le cinéma contemporain avec les nouvelles technologies sont aujourd'hui des évidences, ou disons, on passe de le devenir. Absolument, moi je pense qu'aujourd'hui un festival a presque la nécessité d'être de plus en plus spécifique, d'avoir un profil de plus en plus pointu, donc peut-être c'est plutôt dans cette direction, donc pas dans une direction plus généraliste qui couvre plusieurs territoires, mais plusieurs dans une direction d'avant-garde, de recherche, d'aller dans le spécifique. Et là je me demande s'il y a une envie de le rendre même encore plus pointu sur les nouvelles technologies. J'ai vu par exemple dans la programmation de cette année que la section dédiée aux séries aussi reflète et fait une sorte de clin d'œil à la section plus reliée aux nouvelles technologies au cinéma immersif, parce que thématise les thèmes qui sont choisis dans la section des séries, parlent justement d'identité numérique et du rapport que nous avons avec les nouvelles technologies. Est-ce que ce serait quelque chose qui t'a peut-être, ou même pour le futur, donné envie aussi pour la section cinéma, par exemple, de restreindre et de focuser, de restreindre le focus vraiment aux nouvelles technologies et aux limites, comme tu dis, aux limites de l'audiovisuel? C'est clair que ce serait un festival passablement différent de focaliser uniquement sur, par exemple, les expériences immersives et d'oublier la série et le cinéma. Mais ce n'est pas l'ADN du GIF actuellement. Je pense qu'il est important de se souvenir que le cinéma est le premier art technologique, que c'est un art extrêmement immersif. Et finalement, quand on pense à cette question, moi je pense toujours à l'écosystème des spectatrices lambda, comme toi, comme moi, quand on a envie de regarder quelque chose. Et en fait, on évolue nous-mêmes entre le cinéma, la série, les jeux vidéo et ces nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on n'a pas un choix à faire en tant que spectateur entre ces différentes propositions. On passe d'une à l'autre. Et je pense que pour ça, le GIF prend le pari, même s'il est difficile, parce que ça nous demande un investissement assez important
d'avoir de l'expertise dans ces 3 domaines, que c'est un vrai miroir de ce qu'on expérimente nous-mêmes en tant que spectateurs. Je connais personne qui ne fait que regarder du cinéma sans s'intéresser aux autres domaines et vice-versa. Alors la série, c'est un format et c'est un genre finalement très populaire qui peut-être aujourd'hui est presque le plus suivi par un grand public. En même temps, il s'est évolué en termes d'habitude de consommation, entre guillemets, comme quelque chose de, je dirais, privé, comme quelque chose qu'on voit à la maison. Donc je pense que le geste d'amener des séries au cinéma est très intéressant parce que ça nous permet aussi de faire une expérience très différente de ce qui est habituel. Mais comment on fait ? Quel est votre recept, votre idée par rapport au fait d'amener les séries au cinéma ? C'est un vrai défi, je suis absolument d'accord. Nous, on a plusieurs solutions ou recettes qu'on a mis sur pied, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on discute énormément avec mes collègues et on va encore mettre plein de choses en place. Je pense que la première chose, c'est de rendre le cinéma plus accueillant, de pouvoir aussi montrer des séries en intégralité dans lesquelles le public puisse vraiment se reposer, sortir boire un verre, voilà, profiter d'une expérience qui est hybride entre celle du cinéma et celle de la maison. C'est-à-dire qu'il soit autant confortable que la maison, mais qui apporte le plaisir du collectif. Il ne faut pas oublier que le collectif est un véritable plaisir et qu'on en retire beaucoup, beaucoup d'expérience. Ensuite, ce qui est important pour nous au GIF, c'est de préserver l'unité artistique de la saison d'une série. Donc en compétition internationale, on est je crois, le seul festival en Europe à proposer ça. On montre 2 séries au cinéma et le public reçoit un lien pour voir la fin de la saison. Pour moi, c'est important que le public puisse voir les saisons dans leur intégralité. Et pour ce qui est des séries qu'on sélectionne dans les grandes sections d'avant-première, etc., soit les séries sont disponibles déjà, assez rapidement sur des plateformes, donc on peut très vite continuer la série, soit on offre la possibilité de les voir en intégrale. Est-ce que, en termes de curation, il y a des critères en particulier que vous suivez, à part cette dimension de rendre accessible aussi, je dirais, architecturellement la série à un public large? Est-ce qu'un critère, c'est plutôt les nouveautés, les dernières choses qui sortent, ou des séries plutôt rares, difficiles à trouver, ou bien justement des séries qui se prêtent pour un mode de visionnement spécifique, justement l'idée de marathon série par rapport à un type de storytelling particulier, etc. Alors on a plusieurs critères. C'est clair que pour les sections type highlight, on montre beaucoup d'avant-premières. On cherche les meilleures séries de la saison, les séries d'automne, tout ce qui est lié à l'événementiel et notamment au niveau des séries suisses. Là, cette année, on a la chance de passer 3 belles séries qui sont intraçables. La Linea de la Palma, qui est une première mondiale, il y a une série qui nous arrive du Tessin, et puis aussi En route pour Broadway. Donc ça, pour nous, c'est très important. Pour la compétition internationale, là, on a d'autres critères, vraiment, où on cherche dans la production pléthorique internationale de séries, des séries entre guillemets de qualité. Donc c'est vraiment sur l'écriture narrative, qu'elle soit vraiment bien architecturée, mais aussi qu'elle soit intéressante en termes de représentation, parce que la série est un format qui est intéressant dans l'audiovisuel, parce qu'il a gardé cette capacité à représenter des thèmes forts de la société. Et c'est aussi pour ça qu'il est peut-être tellement populaire, c'est qu'on retrouve toujours dans les séries des thématiques dans lesquelles on se retrouve nous-mêmes. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous, on observe. Tu as mentionné la difficulté ou le défi de rendre l'expérience de la série intéressante pour un public dans un festival. Ça veut dire, c'est aussi un challenge justement architectural, je dirais. Et ce type de challenge, ce type de défi se reproduit, se repropose par rapport évidemment aux expériences immersives. Pour le cinéma classique, on a un projectionniste qui travaille pour une centaine de personnes, plus ou moins. Dans les expériences immersives, on a 2-3 personnes qui quelquefois s'occupent de 2-3 personnes, de 2-3 personnes à la fois. Ça veut dire il y a des véritables défis en termes de vécu, en termes d'expérience, et qui sont vraiment aussi des défis, je dirais, spatials, des défis. Donc,
vous, comme festival qui s'ancre à Genève, qui a déjà une expérience avec la ville de Genève, avec les lieux qui sont disponibles à Genève, comment vous avez des idées ou des problèmes, tout simplement, par rapport à ces questionnements? Oui, on a une longue expérience. Maintenant, ça va bientôt faire 10 ans qu'on a une compétition internationale d'œuvres immersives. Alors, la première chose, c'est que c'est un domaine qui a évolué énormément, très rapidement. Donc, il faut pas mal s'adapter. Et les technologies aussi, la qualité des films et des expériences qu'on montre ont beaucoup changé. Donc nous, là où on en est aujourd'hui, c'est un état intéressant parce qu'on est un festival qui propose une exposition. Donc on est à mi-chemin entre l'audiovisuel et le muséal quelque part, et on montre une nouvelle forme d'art qui naît du cinéma, mais qui est aussi à l'intersection d'autres types d'art. Donc dans cette exposition, on montre des films immersifs à 360 degrés, on a des installations, et tout ça, nous, on a décidé de le mettre en scène. Donc ça nous demande beaucoup de compétences, beaucoup d'investissement aussi en ressources humaines, en ressources en général, pour pouvoir mettre sur pied cette exposition. Ce que je note avec le temps, c'est que la qualité des expériences qu'on montre, elle est chaque année meilleure, mais on a tendance à montrer toujours moins d'expériences pour privilégier vraiment des choses très impactantes. Cette année, on a des œuvres comme Ceci est mon cœur, qui est du pur cinéma étendu. Donc on est à l'intersection entre l'art contemporain et le cinéma, avec des projections, de la narration. Et on a beaucoup aussi d'œuvres en réalité virtuelle où on doit poser un casque. On propose aussi pour la première fois des œuvres de grande ampleur dans lesquelles le spectateur se dirige uniquement avec son téléphone portable. Donc on voit vraiment aussi une évolution sur les formats, sur les nouvelles technologies, et puis aussi sur cette interaction entre le public et l'écran qui se diversifie. Vous avez aussi un digital market, qui est peut-être le lieu, je dirais, le plus international, ou le lieu où en particulier on a un network international de personnes qui viennent, qui échangent, etc. Donc, relié à ça, est-ce qu'il y a un intérêt en termes de collation de donner plus d'importance, par exemple, à des projets d'avant-garde ou dans votre collation, vous êtes plutôt dans une logique de panoramique, de mapping de ce qui se passe dans le milieu, vu que ça change si vite, ou bien encore, c'est plutôt l'intérêt de rapprocher le grand public, le public Genève, à ce type d'art qui n'est pas nécessairement le plus facile ou le plus connu. Alors, nous, on a vraiment une politique qui va dans deux directions. On a la spécificité d'avoir été très pionnier dans le domaine des expériences immersives, mais aussi d'avoir tout de suite été ouvert au public. Ce qui n'est pas toujours le cas des autres sections dans les festivals d'audiovisuel. Et donc, nous, on pense que le public est un expert. Donc on veut aussi intégrer le public dans ce retour d'expérience et d'expertise. D'autant plus aujourd'hui, on consomme tellement de contenu audiovisuel qu'on ne peut plus dire que le public doit être instruit par l'audiovisuel. Parfois, c'est même lui qui nous fait des retours. Ceci dit, c'est vrai que nous, on cherche des œuvres qui nous enseignent quelque chose, que ce soit aux experts internationaux qui suivent le marché ou qui font des présentations, ou le public, en termes de storytelling. On va peut-être pas sélectionner des œuvres qui sont uniquement du pur art contemporain et qui seraient trop difficiles à relier ou qui ne pourraient pas donner un enseignement aux personnes qui sont aussi dans l'audiovisuel classique. C'est important pour nous de pouvoir toujours faire ce lien. Et ce lien, c'est vraiment la fiction audiovisuelle. Donc c'est clair qu'on fait des pas de côté de temps en temps, mais ça reste quand même une ligne rouge pour nous. Et ces nouvelles technologies qu'on intègre, comme l'intelligence artificielle ou la question de l'interaction via les téléphones portables, elle est toujours autour d'une narration qui peut être rapprochée à la narration cinématographique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'ai l'intime conviction que les compétences qui ont été acquises dans le domaine du cinéma, notamment en termes de storytelling, elles pourraient être très utiles aussi dans ces nouveaux domaines de compétences comme des expériences immersives, qui parfois pourraient bénéficier d'un apport fort, d'une scénarisation. Voilà. Je pense qu'on ne fait pas assez de liens au niveau des expertises dans ces différents domaines. On invite beaucoup au GDM d'experts qui réfléchissent au futur de la BBC, d'Arte,
de la ZDF, Banijé, voilà. Et en fait, dans leurs réflexions, ils intègrent souvent des réflexions qui sont à 360 degrés. Et je pense que les réflexions les plus solides sont celles qui intègrent des expertises qui arrivent de tous les horizons de l'audiovisuel. Il me semble de comprendre que dans ce travail de recherche, ce travail de rester connecté aux nouvelles technologies, à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu de l'image en mouvement, il y a rien, comment dire, on est dans un monde de plus en plus perméable. Je trouve très intéressant ce que tu as dit par rapport au public, que finalement, et par rapport à la question de l'expertise, finalement, contrairement peut-être à la cinéphilie classique, il n'y a pas nécessairement une expertise pour un cinéma immersif ou des cinémas qui utilisent les nouvelles technologies, parce que c'est une phase encore très nouvelle, où justement on apprend de tous les côtés, et même une personne qui n'a pas des connaissances ou des expériences préalables peut être le véritable protagoniste et peut apporter vraiment quelque chose. Donc ça, je trouve quelque chose de très très intéressant. Et je me demande peut-être pour un dernier mot sur le digital market, parce que c'est une section assez intéressante évidemment pour les professionnels. Où se trouve aujourd'hui la Suisse? Parce que je pense que pour longtemps, un festival comme le GIF a pu être un véritable acteur d'aspiration aussi pour le marché suisse, ou dans tous les cas d'amener aussi des nouveautés qui viennent du monde entier, etc. Est-ce qu'on est suffisamment lointain pour aussi penser que le marché suisse, que les acteurs suisses peuvent eux-mêmes être des acteurs qui stimulent et qui ont quelque chose à proposer au niveau international? Où nous sommes? Dis-nous un peu. Bon, juste pour souligner quelque chose, c'est vrai qu'avec notre positionnement de festival, le GIF est un peu un agent provocateur dans l'audiovisuel suisse. Ça nous arrive souvent d'être dans des intersections où ça fait un petit peu mal. Et au GDM, on essaye de problématiser parfois ou de mettre de la lumière sur ces problématiques liées à l'audiovisuel suisse, qui sont des problématiques qui veulent être réglées avec des éclairages internationaux. Je pense que ça aide beaucoup. Donc c'est clair que nous, en termes de création immersive, aujourd'hui en Suisse, on a un grand problème de financement qui est complètement décousu. Et il y a eu plusieurs annonces, en tout cas en Romandie, avec potentiellement un retrait du Cinéforum, des questions d'innovation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Beaucoup d'incertitudes et peu d'annonces positives qui sont une vraie inquiétude pour toute la relève du cinéma, non seulement en Romandie, mais dans toute la Suisse. On forme des élèves dans des sections de interaction design, de cinéma, etc., qui ne savent pas s'ils pourront véritablement recevoir un soutien à la production dans ces domaines. Donc là, il y a une réelle inquiétude sur laquelle le Geneva Digital Market tente d'essayer de trouver des solutions, d'idéation aussi pour faire avancer les choses. Et c'est vrai qu'on souffre un petit peu, mais j'espère que ça va se résoudre assez rapidement dans les années qui viennent. Je suis assez confiante d'une sectorisation peut-être extrême dans l'audiovisuel en Suisse, entre le cinéma, la série et les nouvelles technologies. On est assez classiquement, il y a encore trop de barrières. Par contre, on voit dans le message culture, mais aussi dans certaines initiatives qui nous arrivent de la Confédération, une volonté d'ouvrir les frontières. Pour moi, c'est une nécessité absolue d'ouvrir les frontières. Et d'ailleurs, c'est aussi peut-être le moment pour moi de dire que dans le domaine de la série, je pense que c'est un des domaines où je vois qu'on a une montée en compétences, une montée en dynamisme qui est absolument incroyable. Les 3 séries qu'on présente au GIF cette année, mais aussi de Deal, qui étaient à Locarno, sont des séries d'excellente qualité. Il y a aussi des séries alémaniques qui fonctionnent extrêmement bien, comme Sugar, qui ont montré qu'elles peuvent devenir des événements sociaux. Et donc là, on commence à avoir une masse artistique, critique, qui pourrait nous porter sur la scène internationale. Et là, au niveau politique, de voir qu'il y a peut-être une menace sur la SSR, SRG, au moment où on récolte les fruits d'un travail de longue année, pour moi, c'est une inquiétude fondamentale. Et je trouve que ce serait évidemment extrêmement grave pour le futur de notre audiovisuel si on en arrivait à des extrémités de coupes budgétaires trop lourdes sur cette fêtière, parce qu'elle a vraiment maintenant la capacité de donner le tour. On a été peut-être trop impatients pour attendre les fruits, mais
ils sont là maintenant. Je trouve qu'on peut le voir sur l'écran, on le voit dans le dynamisme, et j'espère vraiment qu'on va réussir à garder, à gagner cette votation, tout simplement. Oui, absolument. Gérytion, dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort que j'apprends par rapport au GIF aussi, cette nécessité de faire circuler, cette nécessité de perméabilité entre les différents secteurs, cette communication continuelle entre les différents secteurs, que ce soit des nouvelles technologies, la série ou d'autres formats. Donc ce sera peut-être l'occasion aussi de voir des films, je dirais, plus classiques au GIF, avec des différents yeux, pas juste aller sélectionner ce film-là, mais les voir en sortant, par exemple, d'une expérience immersive. Et moi, je me suis noté 2 films que je ne vais absolument pas rater. Le film de Ginger Smooch, le dernier, Father, Mother, Sister and Brother, ou, pour parler d'un auteur moins connu, mais très, très, très fort, Linus Palmason, le film The Love That Remains. Mais ce serait très intéressant au GIF de le voir en sortant du cinéma immersif d'une expérience immersive pour aussi voir avec des nouveaux yeux ce qui pourrait être un langage classique. Est-ce que tu as un film du cœur, disons comme ça, dans la sélection? C'est tous mes films de cœur, parce nous on sélectionne, on est très rude sur nos sélections, on montre une sélection très restreinte, ce qui est aussi une spécificité au GIF. Small is Beautiful, on cherche vraiment à mettre les choses en avant. Je trouve intéressant sur les 2 films que tu cites, le film de Jarmusch, qui est un grand auteur international que j'adore aussi, mais qui est une figure, je dirais, plutôt classique, est un film dans lequel il y a des chapitres. Une influence peut-être du format sériel. Quant au film d'Ilnur Palmason, c'est vrai que c'est un film assez long aussi, qui se déroule, donc on voit aussi que petit à petit, tout en gardant leur force d'imaginaire, leur force d'auteur, il y a quand même des perméabilités entre les différents formats. Pour revenir aussi sur la question de la perméabilité entre les formats, il y a une pression économique aussi qu'il faut évoquer, en tout cas en Europe, sur l'audiovisuel. Et je pense que cette question de pouvoir passer d'un format à l'autre, ça peut être une solution aussi pour différents auteurs pour pouvoir se développer et trouver de nouvelles opportunités. Et c'est vrai que sur la question du film qui me tient à cœur, c'est vraiment difficile pour moi de cibler quelque chose. Je tiens à tous mes films. Peut-être ce serait intéressant de noter, par exemple, le film de Thomas Imbach, qui est le premier film suisse qui a complètement été filmé devant un écran de production virtuelle. C'est un écran LED et qui est donc un film d'une grande avancée technologique, mais qui rappelle aussi le film de théâtre de l'époque, parce qu'en fait le setup reste donc des acteurs devant un grand écran dans une unité physique, alors que l'écran lui peut imaginer tous les types de décors possibles. Donc je trouve intéressant aussi avec son film comme il a à la fois fait une avancée technologique, mais qui rappelle aussi une certaine histoire du cinéma, qui était plus teintée d'un art plus classique. Donc ça, j'aimerais bien aussi montrer qu'on peut, au GIF, montrer des films qui sont innovants pour notre pays, et qui viennent aussi de la Suisse alémanique. Merci beaucoup Anaïs, c'était vraiment très, très inspirant, très intéressant. Merci pour toutes ces questions qui m'ont permis de dire beaucoup de choses. Merci. Merci. C'est incroyable. Personne ne connaît ce type. La reine de la cuisine suisse, Betty Bossy. I'm taking you into the future. Film Explorer. Thank you for listening to podcast series Fabrica. Fabrica. Stay tuned on Film Explorer.